direct, mais on enregistre. Donc racontez pas trop de bêtises parce que voilà. Donc merci à tous d'être venus pour cette loi de finances qu'on présente tous les ans. Donc vous savez qu'on a eu un contexte cette année particulièrement compliqué, avec une loi de finances qui n'est pas sortie avant le 31 décembre, d'accord. Donc on s'est posé des questions sur comment ça allait fonctionner. Donc on a changé de Premier ministre, on a eu donc finalement au mois de février un texte qui a été voté. Alors globalement, la situation financière de l'État, comme vous le savez, n'est pas très brillante. On a des niveaux de déficit public qui sont extrêmement importants, bien au-delà des critères qui initialement avaient été fixés par le traité de Maastricht. On a une dette publique qui augmente elle aussi fortement. Et pourtant, le budget ne fait pas, il n'y a pas de mesures particulièrement importantes. On a l'impression, et j'ai discuté avec certains d'entre vous là dans le hall, on est dans un contexte politique sur lequel on n'est pas à faire des grandes réformes en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et que donc si on veut que des textes passent, ça peut être que des textes qui sont un peu consensuels et permettent d'avoir une majorité pour passer. Voilà. Donc on va vous présenter avec Muriel Dodignon et Mélissa Bourbon, que certains ne connaissent peut-être pas forcément, donc les différentes mesures à la fois de la loi de finances qui finance le budget de l'État, et un autre texte qui est important pour les entreprises, c'est la loi de financement de la sécurité sociale, qui gère la réglementation de tout le volet social et qui a des mesures qui concernent donc notamment la partie sociale de la gestion des entreprises. Alors, on va passer les slides. Hop. Et je passe la parole à Mélissa. Allez. Comme chaque année, le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Entre 2023 et 2024, l'inflation a été de 2%, mais le barème progressif de l'impôt sur le revenu n'a été revu à la hausse que de 1,8%. Donc avec ces 0,2%, l'État espère gagner un peu plus de recettes sur l'impôt sur le revenu. J'aimerais juste faire un rappel sur le barème progressif. Donc, c'est un barème par tranche. Par exemple, pour quelqu'un, un célibataire qui gagne 100 000 euros, il va être dans le taux marginal à 41, mais son impôt sur le revenu se calcule sur 100 000 moins 83 823 fois 41, plus 83 823 moins 29 316 fois 30, plus 29 315 moins 11 498 fois 11%. Du coup, il est au taux marginal d'imposition à 41, mais son taux moyen d'imposition ne sera que de 24,9. C'est comme ça que ça se calcule. Ensuite, donc il y a pas mal de sommes qui ont été revues à la hausse sur les 1,8%, comme les avantages liés au quotient familial. Ici, on parle de la demi-part des enfants, notamment. Donc, la demi-part est plafonnée à un avantage fiscal. On n'économise que 1 791 € par enfant. Et ensuite, il y a des sommes qui sont rehaussées pour les personnes qui ont un enfant à charge seul et des enfants en résidence alternée. Tout ça, ça a été revalorisé à 1,8%. Identiquement, pour les enfants majeurs, on a plusieurs sommes qui ont été revalorisées à 1,8%. L'abattement pour attachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille, c'est 6 794 € en 2024. Et ensuite, pour les pensions alimentaires, pour les enfants qu'on détache du foyer fiscal quand ils sont majeurs, on a des limites de pension alimentaire, donc d'aide financière, tous les ans. Bien sûr, il faut garder des justificatifs, il ne faut pas juste le déclarer. Et donc pour un enfant majeur célibataire, c'est 6 794. Quand il est chargé de famille, c'est 13 588. Et s'il est majeur, marié ou pacsé, et que c'est 6 794 € et c'est doublé si le foyer fiscal subvient seul aux besoins du couple. En fait. Donc c'est 13 588 €. Tout ça, ça a été revalorisé de 1,8%. Ce ne sont pas des grandes nouveautés. J'ai oublié de vous dire qu'on vous enverra le support, hein, donc
Vous n'êtes pas forcé de prendre des notes comme des bêtes. Encore des sommes qui ont été revalorisées de 1,8%. En France, sur la première tranche, il y a un système de décote, c'est-à-dire que les personnes qui deviennent juste imposables bénéficient d'un système de décote qui est la formule entre 45,25% de leur impôt sur le revenu moins 889. C'est pour payer en douceur les premiers impôts sur le revenu. Là, c'est une nouveauté. Il s'agit d'une contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc, pour les hauts revenus, il y a déjà une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui existe. Et donc là, ils ont créé une nouvelle recette fiscale qui, pour l'instant, ne s'applique que sur l'année 2025, qui concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour une personne célibataire dans le foyer fiscal, ou 500 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Le but est d'instaurer une imposition minimale de 20% des plus hauts revenus. Il y aura un acompte d'impôt à payer pour ces personnes-là entre le 1er et le 15 décembre 2025 pour bien gonfler les recettes fiscales de l'année 2025 et quand les personnes connaissent au maximum leur revenu 2025, donc il faudra verser un acompte. Ça, c'est nouveau. Ensuite, il y a la prolongation de l'abattement retraite de 500 000 € sur les plus-values de cession de titres. Cette prolongation était attendue puisque au 31/12/2024, elle devait s'arrêter. Et ensuite, avec la loi de finances qui a été supprimée, qui a tardé, on a pas mal de dirigeants qui ont essayé de céder leurs sociétés avant le 31/12/2024 dans la peur que cet abattement ne soit pas prolongé. Donc là, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2031. Donc là, pour le coup, c'est une des mesures qui va le plus loin. C'est un abattement sur cession de titres soumis à l'IS d'une PME. Il y a plein de conditions, notamment le départ à la retraite dans les 2 ans, la détention des droits de vote de plus de 50%, etc. Et l'abattement s'applique sur la plus-value. Ce n'est pas le prix de cession, oui. C'est le montant de la plus-value qui est exonéré à hauteur de 500 000 €. Et uniquement sur les... Oui. Oui. La CSG CRDS, il n'y a pas d'abattement, hein, jamais. Une nouveauté, il s'agit du régime des management packages. Donc la loi a défini un seuil de plafond de performance financière. Cela concerne les salariés et les dirigeants qui ont des titres dans la société, soit des titres normaux, soit des titres dans le cadre de plans de stock options, d'actions gratuites ou de bons de souscription d'actions. Avant, ces personnes-là, quand elles cédaient leurs titres, elles étaient imposées sur le régime des plus-values de cession mobilière. Et donc là, l'État les désavantages en imposant une partie en traitement et salaire, donc beaucoup plus imposée. Donc, pour vous dire un exemple, les plus-values de cession mobilière, c'est environ vers 30%, et sur les traitements et salaires, ils vont être imposés vers 56%. Donc là, effectivement, ils doublent l'imposition sur les management packages. Alors, ça ne touche pas énormément de monde, mais à la fin, ça fait des recettes complémentaires. Vous avez compris qu'en fait, ils ont fait un certain nombre de petites mesures qui permettent d'augmenter un petit peu la fiscalité, les recettes budgétaires. On passe au niveau des crédits et des réductions d'impôts. Depuis 2022, il était demandé la nature des prestations de services à la personne pour les crédits d'impôts services à la personne. Et dorénavant, sur la déclaration de revenus 2024, il faudra nommer la personne morale ou physique auquel les sommes ont été versées. C'est davantage d'informations. Au niveau des réductions d'impôts, la réduction d'impôts versée à des associations d'intérêt général est normalement de 66%, avec un plafond de 20% sur les revenus, maximum 20% des revenus. Et donc là, on a 3 réductions d'impôts qui sont rehaussées, donc notamment les dons faits aux associations accompagnant les victimes de violences domestiques ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
le taux de réduction d'impôt passe de 66% à 75%, dans la limite de 1 000 € du versement. Au-deçà de 1 000 €, on repasse au-dessus de 1 000 €, on repasse à 66%. C'est le même cas pour la réduction d'impôt dit don Coluche. Donc cette réduction d'impôt, elle concerne les associations d'aide aux plus démunis qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins médicaux, ainsi que qui favorisent le logement des personnes en difficulté. Donc on est toujours sur un taux majoré à 75%, dans la limite de 1 000 €. Et dernière réduction d'impôt, qui est rehaussée à 75% dans le maximum 1 000 €, c'est la réduction d'impôt sur la sauvegarde du patrimoine local et la restauration du patrimoine immobilier religieux. Les communes ont plein de petites églises à charge à entretenir et c'est problématique. Donc on les aide. La réduction d'impôt Loc'Avantage a été prolongée de 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2027. Elle concerne les logements qui sont loués en location nue, sous condition de ressources du locataire, de plafonnement du loyer et de la performance énergétique. Donc le taux de réduction d'impôt, il est de 15% pour le secteur intermédiaire et de 30% pour le secteur social. Donc c'est juste une prolongation de ce dispositif fiscal. Ensuite, il y a eu des aménagements sur la réduction d'impôt Madelin, ou on l'appelle aussi la réduction d'impôt IR-PME. Quand on souscrit au capital d'une PME, d'une jeune PME, il y a une réduction d'impôt en général de 18% sous plein de conditions cumulatives, notamment la condition d'effectif de 2 personnes lors de la 2e clôture de l'exercice de la société. Cette réduction d'impôt est majorée notamment pour les JEI, les jeunes entreprises innovantes, elle est de 30%, et les ESUS, établissements d'utilité sociale, et elle est de 25% donc pour les ESUS. Ensuite, ils ont supprimé la réduction d'impôt pour les fonds d'investissement de proximité de la métropole. Ils l'ont gardé pour les fonds d'investissement de proximité de la Corse. Le taux il est de 30%. Il favorise la Corse. Une autre réduction d'impôt par rapport à la souscription du capital, ce sont pour les entreprises de presse. C'est une prolongation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2027. Mais la spécificité, c'est que pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025. Donc, ceux qui ont versé en début d'année, ils n'auront pas de réduction d'impôt. On a plein de petites choses comme ça, de subtilités. Oui. Donc ce taux de réduction d'impôt, il est de 30% en général et il monte jusqu'à 50% pour les sociétés solidaires de presse information. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Jusqu'à maintenant, pour les locations meublées d'une résidence secondaire, ceux qui s'inscrivaient en tant que LMP, LMNP payaient une CFE parce qu'ils avaient une activité professionnelle et quand ils payaient une CFE, il n'y avait pas de taxe d'habitation. Et donc là, il y a un aménagement de la loi de finances et du gouvernement qui dit que si c'est pas parce qu'il y a une CFE qu'il n'y a pas de taxe d'habitation, donc ils vont appeler des taxes d'habitation supplémentaires sur les résidences secondaires quand ce sera une location courte durée, puisque les locations longue durée, ça veut dire qu'il y a un locataire qui l'utilise à titre de résidence principale, donc ça c'est OK. Et tout ça c'est calculé et mis à jour avec la déclaration d'occupation des locaux qui existe depuis 2023. Vous savez, on déclare locataire, on vérifie les mètres carrés, etc. Et donc ça, il faut bien penser à la mettre à jour tous les ans pour tous les logements dont vous êtes propriétaire parce qu'ils calculent les taxes d'habitation sur ça. Et donc maintenant, il y a des LMP et LMNP qui vont payer une CFE et une taxe d'habitation. Et oui.
La location en meublé, comme vous le savez, est un petit peu dans l'œil du cyclone parce qu'on considère qu'elle a tendance à retirer du marché de la location nue donc un certain nombre de biens. Et donc, il y avait eu l'année dernière une modification du régime d'imposition des locations en meublé avec une augmentation notamment de la base taxable. Et cette année, donc, ils ont mis fin à un avantage fiscal qu'il y avait. Dans un loueur en meublé qui est au réel, on peut déduire l'amortissement. Et quand on revendait le bien, on était dans le régime des plus-values des particuliers, c'est-à-dire qu'on faisait la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, et on bénéficiait des abattements pour durée de détention, comme c'est le cas pour toute vente immobilière. Et donc, ça permettait à l'investisseur de déduire en plus le montant des amortissements. Donc, la modification qui s'applique à partir de cette année, c'est qu'on calculera la plus-value de manière normale, mais par contre, tous les amortissements dont on a bénéficié dans le cadre de la gestion de son loueur en meublé vont être réintégrés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas, d'un certain côté, ils ne seront pas déductibles. On remet en cause la déduction de l'amortissement sur ces biens-là. Droit de surélévation, donc il y avait une exonération sur la cession des droits de surélévation, donc on va passer rapidement parce que c'est des cas qui sont un petit peu particulier, ça fait partie des mesures qui ont été prorogées. Donation en vue de l'achat d'un bien immobilier, donc ça c'est une disposition qui est nouvelle. Vous savez qu'en matière de donation, chacun des parents peuvent donner à chacun des enfants une somme de 100 000 € tous les 15 ans en franchise de droit de donation. Ce régime a été étendu temporairement sur une nouvelle exonération qui va jouer jusqu'au 31 décembre 2026 et qui va porter sur des donations destinées à des héritiers ou à des bénéficiaires qui vont acheter un appartement neuf ou une maison neuve ou alors procéder à des rénovations significatives de leur résidence principale. Donc, il faut en tout cas que le bien acheté soit affecté à la résidence principale du bénéficiaire. Et dans ces cas-là, on pourra donner 100 000 €, chaque donateur pourra donner 100 000 € à chacun de ses enfants à condition qu'il réinvestisse ces 100 000 € à l'achat dans un immeuble neuf, dans l'achat de résidence neuve ou dans la rénovation de sa résidence principale. D'accord ? Et il y a un deuxième plafond qui est de 300 000 € par donataire, donc par bénéficiaire. Alors ça s'explique par le fait qu'on peut donner à ses enfants et ses petits-enfants. Donc quelqu'un pourrait à la fois recevoir 100 000 € de son père, 100 000 € de sa mère, 100 000 € de son grand-père et 100 000 € de sa grand-mère. Mais là, ça ne marcherait pas parce qu'on dépasserait le seuil de 300 000 €. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça ne vient pas absorber les 100 000 € dont je parlais tout à l'heure. L'abattement à la base n'est pas touché par cette donation, donc ça vient en plus de l'abattement classique. Par contre, les contraintes, c'est jusqu'au 31 décembre 2026 et doit être réaffecté dans un immeuble neuf ou des travaux de rénovation dans son habitation principale. Mélissa, vous l'évoquez là tout à l'heure, les personnes qui occupent sont des propriétaires des locaux meublés à titre d'habitation, autres qu'à titre principal, sont tenus d'indiquer à l'administration fiscale sur leur déclaration de revenus l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que le propriétaire. C'est un moyen pour l'administration fiscale de vérifier les déclarations qui ont été faites par les propriétaires. Donc, ils demandent aux locataires, dans certains cas, d'identifier leurs propriétaires. C'est notamment pour gérer la taxe sur les logements vacants. Vous savez que quand vous avez un logement qui n'est pas utilisé, vous êtes éventuellement redevable, le propriétaire est redevable d'une taxe d'habitation sur les logements vacants. La taxe d'habitation, c'est celui qui occupe, mais un bien qui n'est pas occupé peut quand même être taxé à la taxe d'habitation lorsqu'il s'agit notamment d'une résidence secondaire et d'un bien qui n'est pas utilisé. Là, ici, le malus automobile. Donc ça fait des années et des années que le malus automobile est majoré. Et donc là encore, sur 2025, 2026, 2027, on va avoir à la fois une réduction du nombre de grammes de CO2 qui sert au barème, c'est-à-dire qu'il faudra que la voiture soit de moins en moins polluante pour ne pas avoir de malus, et en même temps, le tarif maximum du malus est augmenté. D'accord ? Donc, notamment, les voitures qui polluent beaucoup, on avait une majoration à 50 000 €, un malus de 50 000 €, ça va être porté à 60, 70, puis 80 000 €. D'accord ? Donc, c'est évidemment pour éviter que les gens achètent des véhicules polluants. Et pareil, il y a un malus qui est au poids. Alors là, ça visait plutôt les SUV, les grosses voitures. Et donc, le malus au poids, lui aussi, est descendu. C'était à partir de 1600 kg, ça va descendre à 1500 kg avec une dérogation pour les véhicules électriques qui ont une franchise de 600 kg. Voilà. D'accord ?
Donc là, c'est très clairement une augmentation donc, des taux de malus. Travaux de rénovation, et il y avait un régime de taux réduit qui s'applique sur les travaux de rénovation. Et donc, on a exclu désormais les chaudières gaz et fioul. Vous aviez autrefois un taux réduit lorsque vous changiez vos chaudières gaz et fioul. Maintenant, ça n'est plus éligible. Donc, tout ce qui est les énergies non renouvelables sont taxés au taux de 20% au lieu de 5,5%. Et par contre, les équipements de production d'énergie photovoltaïque se voient appliquer un taux de 5,5%. Voilà. Donc, on oriente très clairement la fiscalité en fonction des objectifs de verdissement. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Autre sujet, les actifs numériques détenus à l'étranger. Donc, l'administration fiscale s'est rendue compte qu'il commençait à y avoir beaucoup d'argent sur les actifs numériques. Et donc, elle oblige désormais un contribuable qui a des comptes de Bitcoin à l'étranger notamment, de les déclarer de la même manière que vous devez, si vous avez un compte bancaire à l'étranger, le déclarer. Voilà. Et donc, ça permet notamment à l'administration fiscale de pouvoir contrôler des revenus occultes qui auraient été convertis en Bitcoin, par exemple. D'accord ? Donc, on verra plus tard qu'il y a un renforcement en matière de contrôle fiscal où le contribuable peut se voir demander quelle est l'origine des fonds. Si vous déclarez un compte en Bitcoin et que vous êtes incapable de justifier que c'est soit issu de la conversion d'un patrimoine que vous aviez avant, soit d'un revenu qui a été régulièrement déclaré, vous pouvez vous attendre à être redressé sur le montant de la somme. D'accord ? Taxe sur les billets d'avion, donc ça vous avez dû en entendre un petit peu parler parce qu'on en a parlé aux informations. Donc il y avait une taxe sur les billets d'avion qui a été assez fortement augmentée puisque la fourchette, alors ça dépend en fonction du vol que vous prenez, si c'est un vol intérieur, un vol national, international, donc il y a des critères, il y a une grille de calcul, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fourchette qui était de 5,05 € à 9 € par billet passe de 7,40 € jusqu'à 40 € par billet pour un billet sur des longues distances, d'accord ? Donc, c'est un renchérissement assez fort de la taxe sur les billets d'avion. Donc, vous avez les compagnies aériennes et les aéroports qui râlent contre cette mesure. Quelques dispositions concernant le plan de sauvegarde pour l'emploi. Donc, c'est Muriel qui va intervenir. Merci, Muriel. Je me réveille. Ouais. Allô. Donc, en gros, jusqu'à présent, la plupart des dispositifs qui sont liés à une indemnité versée à un salarié qui est licencié ou qui est sorti d'un emploi de façon involontaire ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Et là, il y avait un doute sur cette indemnité-là lorsqu'un salarié refusait de réintégrer son poste à la suite de l'invalidation d'une décision d'homologation d'un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, il y a eu un texte qui a bien fixé le fait que cette indemnité, elle était totalement exonérée d'impôt sur le revenu. Donc ça sécurise aussi les personnes qui auraient été visées par un plan de sauvegarde et qui se retrouveraient à avoir la décision initiale qui serait invalidée. On passe à la réforme du chèque énergie. Alors, vous allez voir, comme beaucoup de mesures qui ont été fixées dans la loi de finances, plusieurs ne sont pas applicables en l'état. On attend des décrets. Donc, il y a le cadre qui a été fixé et après, des décrets d'application vont fixer un peu plus précisément les règles. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le chèque énergie, il a été créé pour qui? Pour des contribuables qui ont du mal à payer leurs dépenses d'énergie. Donc, ça permet de payer les fournisseurs ou des dépenses spécifiques en termes de chauffage, notamment. Là, ce qu'ils ont décidé, c'est de faire un versement automatique en fonction des listes de l'administration fiscale et ils les rapprochent ensuite des logements qui sont fournis, dont les adresses sont fournies par les fournisseurs d'énergie. Donc en théorie, ce qui est visé, c'est que les personnes qui pourraient en bénéficier sont automatiquement bénéficiaires. Donc là-dessus, c'est un dispositif qui a tendance à se professionnaliser. Et ensuite, on attend un décret pour avoir une liste bien précise des fournisseurs concernés. Donc là, ça se professionnalise au niveau de l'État et ceux qui pourraient bénéficier d'aide en bénéficient automatiquement. Alors,
Donc là, on va parler des travailleurs indépendants, c'est-à-dire les TNS. Donc, les personnes qui étaient TNS, donc c'est les entrepreneurs individuels, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les gérants de SARL, avaient le droit, au niveau de leur entreprise, à un petit crédit d'impôt. Ah non, pardon, non, c'était un autre diapo. Excusez-moi, j'ai confondu. En gros, les créateurs d'entreprises avaient droit d'être aidés pour les dépenses qu'ils pouvaient qui pouvaient être prises en charge pour se former et pouvoir réaliser des projets de création et de reprise d'entreprise. Il y avait un certain nombre qui étaient indiqués sur un catalogue spécifique et des dépenses larges de conseils, notamment des conseils qui pouvaient être octroyés par les CCI et qui pouvaient être financés notamment par le CPF. Alors, c'est très simple, tout a été écarté. Donc, il faudra les financer autrement que par le CPF. Le CPF, aujourd'hui, sert à financer autre chose que ce type de prestations. Tout ce qui est conseil, qui est catégorisé conseil, a été écarté par défaut. Micro-entreprises et cotisations sociales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les micro-entrepreneurs, donc les auto-entrepreneurs, hein, langage connu général, micro-entreprises, c'est ceux qui sont en dessous du seuil de régime réel. Ils ont un taux qui est fixé par les textes annuellement et qui est en fonction de leur catégorie de revenus. Donc, il y a les vendeurs, commerçants classiques, les professions libérales et aussi les prestataires de services. Et en fonction de leur catégorie de revenus, ils ont un taux qui leur est attribué. Donc, la loi a acté le taux qui est applicable par période triennale aux micro-entrepreneurs. Ça pouvait être variable et du coup, ça pouvait créer une insécurité d'année sur année. Donc là, c'est pareil, ça doit être précisé rapidement, début d'année, par décret. L'assiette des cotisations sociales. Donc là, c'est un décalage. Il avait été prévu l'année dernière lors de la loi de finances que pour tous les travailleurs indépendants, donc les travailleurs indépendants, c'est toujours pareil, les chefs d'entreprise individuels, mais c'est aussi les gérants de SARL, ils ont des règles de calcul pour leurs cotisations sociales qui sont fonction soit du résultat fiscal, du résultat de leur dernière année, pour les entrepreneurs individuels, soit pour d'autres, pour leur rémunération qui sont versées quand il s'agit de gérants. Et aujourd'hui, il y avait 2 lignes de calcul qui étaient, la première, c'était tout ce qui s'était versé comme rémunération et accessoires, et la deuxième ligne, on rajoutait tout ce qui était CSG, CRDS pour déterminer, cotisation sociale obligatoire pour déterminer ce qui était soumis à CSG, CRDS. L'année dernière, il avait été décidé que ça allait être uniformisé au niveau des 2 lignes, qu'il n'allait plus y en avoir qu'une, et ça a été repoussé. Donc, on attend la fin d'année 2025 pour que ce soit applicable en l'état. Pour autant, les URSSAF ne vous ont pas oublié, c'est les URSSAF qui appellent les cotisations. Ils ont créé des appels de cotisation provisoires, c'est les fameux appels que vous avez reçus la fin de l'année dernière et qui s'appliquent là dès janvier, qui sont en fonction des anciennes règles. Mais pour autant, comme il s'agit d'un acompte sur charge, ça ne pose pas de problème fondamental. Le calcul définitif sera fait selon la nouvelle règle. On déduira l'acompte qui aura été versé. Je ne sais pas si vous me suivez. Et je crois que... C'est moi. C'est vous. Alors, dans le cadre de la recherche de recettes fiscales, vous avez entendu parler qu'on a augmenté la fiscalité sur à la fois les grosses entreprises et puis les gros revenus en termes de particuliers. Et ça, vous en a parlé tout à l'heure. Donc là, on a mis une contribution, on a mis en place une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Donc, une grande entreprise, je vous rassure, vous n'êtes pas concerné. Il faut faire plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, je vous souhaite d'y arriver, mais parmi nos clients, on n'a pas grand monde qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et simplement, donc, on a rajouté une contribution qui est égale à 20%, mais 20%, ce n'est pas le taux, hein, c'est 20% de l'impôt ou 40% de l'impôt, donc sur la moyenne des 2 derniers exercices, et qui va s'appliquer selon que vous faites entre 1 milliard et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça veut dire, vous avez entendu… Non, la tranche, non, c'est 20% ou 40% de l'impôt pour les entreprises selon que vous faites 1 milliard à 3 milliards de chiffre d'affaires ou plus de 3 milliards. C'est-à-dire que si vous faites entre 1 et 3, vous allez avoir votre impôt sur les sociétés qui va être majoré de 20%.
Et si vous faites un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards, c'est votre impôt sur les sociétés qui va être majoré de 41,2%. D'accord? De manière temporaire, d'accord, sur 2 années. C'est le mot exceptionnel qui est marquant. Réduction de capital consécutive au rachat d'actions. Dans les grosses sociétés, là aussi sont visées les sociétés qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. C'est essentiellement les sociétés cotées ou sur lesquelles il y avait eu un système de rachat d'actions, vous savez, donc qui était un régime fiscal en fonction des plus-values. Et on avait considéré que l'épargnant ou l'actionnaire touchait trop d'argent, simplement dans le régime fiscal. Et donc, pas pour comment dire, dissuader les entreprises de faire des réductions de capital, mais pour, au passage, prélever un petit peu de trésorerie, il y a été mis en place 2 taxes, une taxe pérenne de 8% sur les réductions de capital. Donc, quand un groupe coté va faire un rachat d'actions suivi de leur annulation, il va être taxé sur 8% du montant de cette réduction de capital. D'accord ? Et ça va être, à ça va s'ajouter une taxe exceptionnelle. Celle-là, la première est pérenne, la deuxième est exceptionnelle. Pour toutes les réductions de capital qui ont été réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, alors vous avez noté que c'est sympa parce que c'est rétroactif. C'est rétroactif, c'est sympa, d'accord? Donc, il y aura là aussi une taxe exceptionnelle de 8%, d'accord? Ça marche? Donc, sont visées essentiellement les sociétés cotées, c'est un moyen de récupérer un petit peu d'argent. Juste, je vous l'ai mis pour rappel, donc un aménagement du dispositif de l'imposition minimale mondiale des groupes, c'est intéressant de le savoir, c'est qu'au niveau mondial, les États se sont organisés pour essayer de faire en sorte que les multinationales payent un taux moyen d'imposition qui soit au moins de 15%. D'accord ? Ce qui n'est quand même pas colossal quand vous connaissez le taux normal de l'impôt sur les sociétés en France. D'accord ? Et donc, il y a eu un certain nombre d'aménagements à ce dispositif et il faut savoir que la tendance, c'est d'essayer de faire en sorte que les groupes multinationaux ne profitent pas des avantages des paradis fiscaux et soient taxés dans le pays où notamment ils ont leur siège et leurs activités à un impôt minimum. Voilà. C'est de la chasse contre l'optimisation fiscale des grands groupes internationaux. Pour mémoire, parmi tous les dispositifs, il y avait tout un certain nombre de dispositifs qui arrivaient à expiration au 31 décembre 2024. On a parlé tout à l'heure du départ en retraite. Donc, tous les dispositifs qui sont liés aux zones comment dire, en difficulté économique ont été prorogés par la loi de finances pour 2025. Et donc, notamment, les bassins d'emploi, les anciennes ZRR qui s'appellent zones franches ruralité maintenant, les zones franches urbaines, c'est-à-dire des zones comme les nôtres, et les quartiers prioritaires de la ville, tous ces dispositifs où il y a quelques avantages fiscaux et sociaux ont été prorogés par la loi de finances. Une petite mesurette qui chez nous ne concernait dorénavant que un certain nombre de loueurs en meublé qu'on faisait adhérer, qu'on a laissé dans les centres de gestion agréés, dans les organismes agréés, c'est qu'ils pouvaient bénéficier d'une petite réduction sur les frais de tenue de comptabilité d'adhésion à l'organisme agréé. Donc, c'est supprimé à compter de l'imposition des revenus 2025. Donc, on se rapprochera de tous les loueurs en meublé qui sont concernés pour qu'ils ne renouvellent pas leur adhésion au titre de 2025 parce que ça ne sert plus à rien d'être adhérent à un organisme de gestion agréé. Petite précision sur le crédit d'impôt recherche. Donc, en fait, il a été aménagé, notamment en supprimant la prise en compte d'un certain nombre de dépenses, sont visées essentiellement une dépense particulière pour les jeunes docteurs. Il y avait un taux de crédit d'impôt recherche particulier, je vois Guetchiberi qui sourit, d'accord, il connaît le régime. Donc, avec une majoration de 200% sur les dépenses pour les jeunes docteurs, qui étaient donc éligibles au crédit d'impôt recherche, et cette disposition donc, a été supprimée pour 2025. Et on a précisé la notion de subvention publique parce que les subventions publiques se déduisent de la base du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, c'est un crédit pour les entreprises qui font de la recherche et de l'innovation et qui s'applique sur les dépenses engagées moins les subventions publiques. Et il y avait un débat sur la notion de subvention publique qui a été précisée par la loi de finances. En parallèle, on a réduit de 43 à 40% la base des dépenses de personnel qui donnait lieu aussi au crédit d'impôt recherche. Donc, globalement, on a une diminution de l'impact du crédit d'impôt recherche. Pareil, dans les prorogations, on a prolongé le crédit d'impôt innovation, donc qui est un autre dispositif qui est un petit peu différent.
et qui est prorogé de 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2027, avec le rétablissement de 20% des dépenses éligibles, bon, avec un plafond de 400 000 euros. D'accord ? Donc ça, il faut savoir que ça a été prorogé. Une disposition relative à la TVA, et je vais laisser la parole à Mélissa. Je pense que vous en avez entendu parler. Le gouvernement, dans la loi de finances 2025, a mis un plafond unique pour la franchise en base de TVA. C'est-à-dire que tous les professionnels qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 25 000 euros devront maintenant déclarer et payer de la TVA. Ce plafond, auparavant, était à 85 000 euros pour les activités commerciales et à 37 500 euros pour les activités prestataires de services. Il y avait aussi d'autres plafonds pour les artistes auteurs et les avocats notamment. Donc là, le gouvernement a mis en place un plafond unique, fixé à 25 000 euros. Au départ, la mesure devait rentrer en vigueur au 1er mars 2025. Ça a fait beaucoup de bruit. Et elle a été repoussée au 1er juin 2025. Mais oui, elle va bien être mise en œuvre. Donc ça vise toutes les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires qui est désormais supérieur à 25 000 euros et qui devront donc collecter la TVA. Donc ce qui est handicapant pour tous les auto-entrepreneurs qui travaillent avec des particuliers. Toujours au niveau de la TVA, l'État supprime la déclaration annuelle de TVA. Donc, elle était possible pour les entreprises qui payaient une TVA inférieure à 15 000 euros annuellement. Désormais, ils devront au moins déclarer la TVA tous les trimestres à partir de 2027. Et ensuite, ils seront obligés de déclarer mensuellement pour les chiffres d'affaires supérieurs à 1 million. Ça prépare la facture électronique. Au niveau des logiciels de caisse, depuis 2018, les commerçants qui ont une caisse, donc voilà, les boulangers, les commerces de détail, etc., devaient avoir une caisse et l'éditeur de caisse devait éditer une attestation de conformité fiscale. Donc maintenant, ils ne veulent plus que ce soit l'éditeur de logiciel qui atteste la conformité fiscale, mais un organisme de tiers agréé. L'entrée en vigueur de la mesure est au 16 février 2025. L'amende est de 7 500 euros et ils ont 60 jours pour se mettre en conformité. Ça laisse penser qu'il y avait certains éditeurs qui attestaient qu'ils étaient conformes à la norme alors que vraisemblablement ils ne devaient pas l'être. Il y a une nouvelle exonération pour la taxe annuelle sur les bureaux. La taxe annuelle sur les bureaux concerne les régions Île-de-France et PACA. L'exonération, donc les locaux qui sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition et qui font l'objet d'un engagement de transformation et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée, sont exonérés de cette taxe annuelle sur les bureaux. Martin vous a parlé de la fiscalité personnelle liée aux véhicules automobiles. Et bien sûr, il y a une incidence aussi pour les professionnels sur l'objectif de verdissement de la flotte automobile française. Donc, le gouvernement augmente le malus automobile pour les professionnels également. Le malus est rehaussé à partir de mars 2025. Le seuil de déclenchement du malus est fixé à 113 grammes par kilomètre d'émissions de CO2. Et il peut monter jusqu'à 70 000 euros pour les véhicules qui polluent plus de 192 grammes par kilomètre de CO2. Il y a aussi un renforcement progressif de la taxe sur les émissions de CO2 qui pourra atteindre jusqu'à 90 000 euros en 2027 pour les véhicules les plus polluants. Pour les flottes de plus de 100 véhicules d'entreprise, donc là, pas grand monde de concernés, il y a une nouvelle taxe annuelle incitative à l'acquisition de véhicules verts qui commence par 2 000 euros par véhicule. Donc l'objectif est vraiment le verdissement de la flotte automobile.
La CVAE, je crois qu'on en parle tous les ans. Elle devait être supprimée en 2027. Sa suppression est repoussée en 2030. Et en plus, ils ont créé pour cette année, exceptionnellement, une contribution complémentaire à la CVAE, qui est égale à 47,4% de la CVAE due en 2025, et qui devrait être versée au 15 septembre 2025. Nouvelle taxe. Juste pour 2025, pour l'instant. Et enfin, la loi de finances confirme le caractère définitif du planchonnement de la valeur locative des locaux professionnels. Donc, le planchonnement, et c'est le terme exact. Le planchonnement, c'est un système qui permet d'atténuer l'augmentation de la valeur locative. En fait, entre la valeur locative réelle et l'ancienne valeur locative, il diminue l'écart de 50%. C'est ça, le système du planchonnement. Et donc celui-là, il est approuvé et périn. On enregistre, c'est pour ça qu'on met des micros. Sinon, on parle quand même assez fort, mais ça pourra se mettre sur la vidéo. Voilà. Alors, pour la suite. Alors, peut-être que vous ne regardez pas en détail. Si vous avez des salariés, vous avez des fiches, ils ont tous des fiches de paye. Et en fonction des tranches de salaire, il peut y avoir des allègements sur les cotisations patronales. Alors, c'est assez abscon. C'est des calculs très alambiqués. Et ils veulent simplifier les calculs. Alors, ça va se faire en 2 étapes. Il y avait la réduction Fillon notamment et des réductions spécifiques sur les charges. Donc, cette année, ils simplifient le calcul. Donc là, la réduction Fillon, ils ont remis un calcul spécifique. Et surtout, il va y avoir des abattements qui vont être amoindris. Donc au lieu de 2,5, on passe à 2,25. Ça se voit moins parce que c'est noyé dans la globalité, mais au final, au niveau des cotisations patronales, ça augmente. Ça n'impacte pas les salariés, mais ça augmente au niveau des cotisations patronales. Et en 2026, ils nous ont promis qu'ils allaient fusionner tous les systèmes d'abattement qui peuvent apparaître sur les salaires. Donc il y aura un système de calcul unique. Alors, pas de souci, normalement, les logiciels de paye, ils suivent ça de façon très méticuleuse et ils mettent à jour systématiquement. Surtout nous, celui qu'on utilise, Silae, il est à jour dès lors que les lois passent et qu'il y a des modifications. Et si vous avez vos propres systèmes et que ce n'est pas forcément avec des mises à jour automatiques, faites attention parce que ça impacte au fur et à mesure les charges. Et vous devrez, si vous n'appliquez pas les mises à jour, du coup, vous payez moins de charges que ce que vous devriez. Donc, attention à la patrouille. Attribution gratuite d'actions. Donc ça, c'est un système avantageux pour certains salariés lorsque leur employeur veut leur attribuer des actions pour X ou Y raison. Donc le salarié qui en bénéficie ne paye pas spécifiquement de choses, mais l'employeur paye une contribution patronale qui correspond à, aujourd'hui jusqu'à présent, c'était 20% de la valeur de l'action à la date de l'acquisition, la valeur vénale, hein. Et c'est passé à 30% cette année. Donc on a pris 10 points. Donc ça a un impact sur les cotisations qui seront versées par les employeurs qui pourraient faire bénéficier de ce dispositif leurs salariés. Autre dispositif qui était applicable depuis quelques années, c'était la possibilité pour les salariés de demander à leurs employeurs de racheter leurs jours de RTT. RTT, c'est tout, pas congé payé, RTT. Donc, normalement, ça devait s'arrêter en 2025. Et il s'avère que là, ça a été prolongé jusqu'en 2026. Donc, ça consiste en quoi? Un salarié, il a des jours de RTT qu'il n'a pas pu prendre, sachant que normalement, passé une certaine date, ils sont perdus. Il peut aller voir son employeur et lui demander de monétiser, c'est-à-dire transformer en argent, ses RTT. Et l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Ce n'est pas une obligation, mais s'il accepte, c'est une possibilité autorisée par les textes. Alors, on a bien vu que là, tout à l'heure, on parlait des taxes sur les véhicules. Donc, il y a une volonté de l'État de taxer beaucoup, mais il y a une volonté de favoriser aussi les transports en commun.
il y avait cette disposition qui avait été mise en œuvre en 2024, à savoir majorer de façon assez importante la participation de l'employeur à la prise en charge des frais d'abonnement transport des salariés. Donc, ça avait été indiqué dans les textes qu'on pouvait, initialement, on devait financer, quand on était employeur, jusqu'à 50, enfin, minimum 50%, et c'était passé à 75% si l'employeur le souhaitait. Donc, il pouvait majorer de 25 points. Et ça avait disparu depuis Noël, puisqu'il n'y avait pas de loi de finances, on attendait, donc c'était plus possible dans les faits, sauf que la loi de finances, elle a remis au bout du jour. Donc, pour 2025, ça a été remis. Donc, au niveau des logiciels de paie, ils étaient un peu fébriles parce qu'ils avaient dû le supprimer en janvier, parce qu'il n'y avait plus de loi. Et en février, ils ont pu le remettre. C'est la vie. Versement mobilité. Donc, alors, toujours la même chose. Hein. On voit bien que c'est pour les économies d'énergie, la limitation de la pollution, etc. Il y a tout un ensemble de textes qui vont soit accroître les taxes, soit favoriser certains dispositifs. Donc, la loi de finances instaure la possibilité pour les régions de mettre en place un versement destiné au financement des services de mobilité. Ça, en fonction des régions, c'est des taux différents et ce n'est pas encore totalement expliqué. Donc, c'est prévu, mais ce n'est pas détaillé de façon précise. C'est l'équivalent d'un versement transport, mais au niveau régional. Voilà, exactement. Le versement transport, c'était par ville, notamment, et là, c'est régional. Alors, l'apprentissage. Vous êtes peut-être passé à côté, mais il y a eu une sacrée révolution cette année dans le monde de l'apprentissage. Les apprentis, jusqu'à présent, lorsqu'ils étaient embauchés, bénéficiaient d'une exonération totale des charges salariales jusqu'à 79% du SMIC. C'était intéressant parce qu'en gros, leur salaire brut était quasiment égal à leur salaire net. Alors cette année, ceux qui vont être embauchés là ce mois-ci, 1er mars 2025, les nouveaux, hein, pas ceux qui avaient un contrat en cours, ils seront exonérés dans la limite de 50% au lieu de 79%, ce qui fait une perte assez importante du salaire net, parce que c'était quand même un dispositif, un tremplin pour entrer dans la vie, essayer de se constituer une cagnotte sur l'absence de charges et l'absence de fiscalité personnelle. Et là, l'État, il rogne un peu sur la cagnotte. Ça peut représenter facilement 150 à 200 euros pour un apprenti. Ça va vite. Et tous les logiciels de paye sont paramétrés pour l'appliquer pour tous les nouveaux contrats signés, mais ça a un impact très net sur le salaire final que percevra l'apprenti. La formation. Alors là, ne vous y trompez pas, c'est applicable. C'est toujours pas précisé. J'étais encore chercher ce matin, mais il n'y avait pas de précision. Mais ce qui est acté, c'est qu'à partir du moment où vous prenez un apprenti en contrat d'apprentissage, si jamais le diplôme est visé par l'apprenti est au moins égal à Bac+3, jusqu'à présent, vous contribuiez peu à la prise en charge des études. Vous contribuiez au versement du salaire, vous n'aviez pas de part, rarement, à votre charge pour financer l'école. Là, ça ne va plus être le cas. Donc, en gros, on va demander aux employeurs de financer, ça s'appelle un transfert de charge en comptabilité, c'est-à-dire on demande aux employeurs de financer une partie des études de l'apprenti. Donc, attention au niveau, parce que, et alors du coup, j'ai cherché les modalités d'application exactes, c'est proportionnel au coût de la formation sans plus de précision. Donc, il faudra faire chiffrer ça dès lors que vous avez un apprenti qui serait visé. Activité partielle. Alors, au vu du contexte économique qui est assez préoccupant pour certains types d'entreprises actuellement, on avait vu qu'il y avait le système d'activité partielle qui avait été créé pendant le Covid. Mais là, du coup, ça s'adapte à la conjoncture. On a un autre dispositif qui est créé qui s'appelle celui activité partielle de longue durée rebond pour maintenir dans l'emploi des salariés dont les entreprises sont confrontées à une réduction d'activité durable. Mais qui ne sont pas encore en situation d'être en cessation de paiement ou en liquidation, qui doivent traverser la mauvaise vague, mais qui pourront reprendre un second souffle plus tard. Donc là, on leur permet de faire bénéficier à leurs salariés d'une activité partielle longue durée.
Alors là, ça n'a pas l'air assez détaillé, mais c'est la mutualisation des surcotisations AT&MP. Donc, je vais vous faire un cas pratique. Vous embauchez un salarié qui était en affection longue durée avec une maladie professionnelle reconnue. Et le simple fait que vous soyez l'employeur de ce salarié, ça peut majorer vos taux de cotisation. Jusqu'à présent, c'était le dernier employeur qui avait une majoration. Là, ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est une mutualisation des employeurs. Donc, c'est tous ceux qui auront été dans la vie du salarié qui peuvent avoir une majoration partagée. Ça permet de lisser vers le bas les cotisations et un peu d'augmenter celles des autres. Et tout ça, c'est pour contribuer à l'emploi des salariés handicapés et pas faire un frein à l'embauche, certains. On en a parlé tout à l'heure. C'est le pendant. Donc, tout à l'heure, on était sur les exonérations fiscales. Les jeunes entreprises innovantes et de croissance, l'exonération de cotisation sociale, elle est réservée aux seules jeunes entreprises innovantes qui consacrent au moins 20% de leurs dépenses à la recherche et au développement. Avant, c'était 15. Donc, ça a pris 5 points en termes de contraintes réglementaires. Et sinon, la réduction, elle ne s'applique pas. C'est l'application immédiate. Et en ce qui concerne les jeunes entreprises de croissance, vous voyez une petite nuance. Le plafond devra être entre 5 et 20% de charge, sinon bah, c'est pareil, l'exonération sociale ne peut pas s'appliquer. Dispositif sur les pourboires. Alors, pour les salariés qui pouvaient bénéficier de pourboires, notamment, on cite souvent la restauration, parce que c'est un exemple pratique qui parle à tout le monde, il y avait la possibilité de faire bénéficier des salariés des pourboires, et surtout qu'ils ne soient pas soumis à cotisation sociale. Donc ça, c'était valable que jusqu'au 31 décembre 2024 selon la première loi. Et après, on a attendu la nouvelle loi de finances pour voir que ce dispositif est reconduit dans des conditions inchangées en 2025. Donc, compte tenu du contexte économique, l'État a reconduit l'exonération. Donc, c'est que pour une année pour l'instant. C'est pareil, l'État, il essaye de simplifier le mode de calcul des effectifs. Il y en a 3 ou 4 différents, selon ceci, effectif sécurité sociale, code du travail, il y en a plein. Et là, du coup, l'État unifie les règles de décompte pour les groupements d'employeurs. La loi de financement avait aligné les règles de décompte sur celles prévues par le code du travail. Et ces dispositions qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2026, c'est-à-dire dans un an, elles entrent en vigueur dès à présent. Après, les logiciels sont à jour aussi. Tout ce qui est, dès lors que vous avez un logiciel qui gère le personnel, les payes, en théorie, les calculs, les effectifs, ils se font automatiquement. Le calcul des effectifs déclenche des charges supplémentaires. Quelle est la conséquence si vous cherchez à analyser? C'est pour déterminer quelles sont les taxes ou les charges supplémentaires que vous pourriez payer selon des seuils que vous dépassez. Et c'est bon pour... Le contrôle fiscal. Alors, quelques modifications qui sont apportées donc, sur notamment les procédures de contrôle fiscal. On n'est pas rentré dans le détail, mais toutes ces dernières années, les lois de finances comportaient un certain nombre de dispositifs qui étaient là pour faciliter le contrôle de l'administration fiscale et lui donner des droits pour être plus efficace. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les entreprises donc, qui bénéficient de restitution d'impôts sur le revenu. L'administration fiscale va pouvoir demander des explications au contribuable. Le contribuable aura 30 jours pour répondre. Et s'il ne répond pas ou que la réponse qu'il fait n'est pas satisfaisante, l'administration fiscale pourra immédiatement taxer d'office le contribuable sans qu'il y ait une procédure de rectification lourde comme on pouvait avoir précédemment. Donc c'est une simplification du régime. Donc il faudra juste faire attention à répondre rapidement à l'administration fiscale dès lors que vous êtes dans cette configuration-là avec une restitution d'impôt sur le revenu et de crédit d'impôt. Deuxième mesure, c'est pour le contrôle des faux exilés fiscaux. D'accord ? Donc vous avez des gens, vous savez que pour être ressortissant fiscal français, il faut avoir sa résidence principale, plus de 183 jours par an. Et donc il y avait des petits malins qui se domiciliaient à l'étranger et qui déclaraient qu'ils étaient domiciliés à l'étranger, alors qu'en fait, dans la pratique, ils n'étaient pas forcément.
Et comme vous le savez, on laisse plein de traces, nos téléphones, nos cartes bancaires, ça permet de nous géolocaliser facilement. Et donc l'administration fiscale maintenant a 10 ans pour retrouver un contribuable qui se serait déclaré comme étant à l'étranger alors qu'en fait il vivait en France. Voilà. Et évidemment, au passage, lui envoyer la note correspondant à ça. Donc c'est un droit qui est plus important pour l'administration. Et effectivement, ça leur permet, ils ont beaucoup progressé en informatique. Ils récupèrent, ils analysent les données bancaires, ils peuvent analyser les données des téléphones, ils regardent les réseaux sociaux. Et donc si vous vous amusez à publier sur des réseaux sociaux des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à ce que vous avez déclaré à l'administration fiscale, quand même que vous êtes un contribuable intéressant pour l'administration, vous pouvez avoir quelques questions qui vous sont posées. Coopération administrative, donc là aussi, c'est lié c'est des dispositifs notamment pour contrôler les monnaies, les crypto-monnaies. C'est des obligations qui sont mises en place par les entités qui gèrent des crypto-monnaies pour déclarer. Vous savez que les banques ont l'obligation de déclarer vos comptes bancaires à l'administration fiscale. Et les teneurs de comptes de crypto-actifs devront désormais déclarer donc, les comptes détenus par les particuliers français. Enfin, ils devront déclarer, parce que c'est une disposition internationale, les comptes en fonction des pays de fiscalisation du titulaire du compte. Donc, c'est un moyen de contrôler les actifs et surtout des revenus occultes. Parce que les comptes en Bitcoin et en crypto-monnaie ont beaucoup été utilisés pour planquer des revenus. Voilà. Donc, c'est un moyen pour l'administration fiscale de récupérer de l'argent. On ne va pas s'en plaindre. Hein. Tout ce qu'elle récupère sur les autres, c'est d'autant moins que vous payerez vous. Donc, pareil pour les échanges entre administrations. Donc, pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSSAF, notamment, et l'administration fiscale échangent de plus en plus. Ils échangeaient autrefois sur des dossiers importants, mais aujourd'hui, ils font du recouvrement. C'était un problème? C'était Muriel. Bon, mais c'est pas grave. Je passe la parole à Muriel. Parce que j'adore parler des contrats. Oui, en gros, les administrations, elles ont mis en place des robots qui se parlent depuis 2 ans. Donc, en gros, automatiquement, les données sont envoyées d'une administration à une autre, les plus grosses étant l'URSSAF et l'administration fiscale. Donc, c'est invariablement dans les deux sens. Donc, l'administration fiscale va nourrir l'administration URSSAF, notamment, et les CAF. Et inversement, les CAF et l'URSSAF vont renseigner l'administration fiscale. Et c'est librement, sans aucune problématique particulière, puisque ça a été autorisé par la loi. Et dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, qui n'est pas encore chiffrée totalement en France, il y a des estimations, notamment ce qui vise les faux arrêts de travail, la fraude aux indemnités journalières de sécurité sociale, etc. Il s'avère que maintenant, les caisses sont obligées d'informer les employeurs dès lors qu'elles ont détecté un fraudeur. Et par un moyen qui se limiterait à la fraude constatée, selon ce qui a été indiqué par les textes. Donc l'employeur qui voit que le salarié qui est en arrêt maladie n'a pas droit aux IJSS et qui aurait mis en place un système prévoyant, doit tout couper, puisque derrière, la maladie n'est pas reconnue. Notamment, hein, je vous fais un cas concret. Et le salarié, il risque aussi d'avoir des sanctions définies par les caisses. Mais dans tous les cas, l'employeur sera systématiquement informé dès lors qu'un contrôle, soit de la CPM, soit d'autres caisses, aura été diligenté et aura amené à la conclusion qu'il n'est pas en arrêt. C'est un faux arrêt. Voilà. Et avant, ça n'existait pas. Donc cette année, c'est possible. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est marqué. Après, il y en a qui font eux-mêmes leurs arrêts de travail. Ils prennent des faux arrêts, ils les trafiquent et puis ils les envoient. C'est le problème pour les médecins qui ont une responsabilité sur leurs papiers en tête et les déclarations. Donc ils font très attention à... Il y a eu des médecins qui ont été sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas mis en sécurité les papiers qui permettent de faire des arrêts de travail. Il y en a qui photoshopent des vrais arrêts pour prolonger les périodes. Donc ils modifient, ou alors pas photoshopper, ils le font à la main. Donc c'est des fraudeurs virtuoses. Donc, ça se voit immédiatement que les dates ne sont pas les bonnes et du coup c'est une fraude avérée. Faux.
avec un usage de faux. Mais les médecins ne sont pas forcément de la partie, ils ne sont pas forcément concernés en direct. Quelquefois, les fraudeurs, c'est juste les personnes qui sont en arrêt. Et c'est fini. Est-ce que vous avez des questions particulières sur certains dispositifs? Je voulais juste revenir en complément, parce qu'on ne l'a pas évoqué là, sur l'évolution des avantages en nature sur les véhicules. Donc, il y a une disposition qui vise à augmenter assez fortement la part d'avantages en nature sur les véhicules, notamment qui sont mis à disposition des salariés. Donc, pour ceux qui ont notamment des flottes de commerciaux avec des véhicules de tourisme, on va avoir au cours à partir de l'année 2025 une augmentation de l'avantage en nature qui va être assez importante, ce qui va avoir deux conséquences. Un, pour le salarié, ça va augmenter son aide fiscale, d'accord ? Et pour vous, employeur, ça va augmenter la base des cotisations sociales, d'accord ? Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est un régime qui a été modifié, on ne l'a pas évoqué ici. C'est pour ça que je le rajoute. Il faut faire attention lorsque vous avez des véhicules avec des avantages en nature. Ça marche ? Après, on voit que la loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, ce qui a été voté, c'est un système de secours avec rustine. Donc, il y a peu de mesures courageuses. Il n'y a pas grand-chose, hormis écréter ou supprimer quelques aides. Mais ce n'est pas une réforme d'envergure. Donc, il fallait bien qu'il y ait un budget pour la France. Il fallait que ce soit voté. Donc, ça a été voté. Ça marche. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille boire un pot à côté. Juste avant, on va avoir le mois prochain un autre événement du club, FID Aquitaine. Donc, c'est normalement le 10 avril, mais on va vous repréciser la date et vous faire des invitations. Cette fois-ci, ce sera un thème social. Donc, ce sera plutôt comment favoriser l'embauche, notamment quelles sont les techniques d'embauche et comment mieux appréhender une embauche d'un salarié. Donc, ce sera le matin, oui, c'est vrai. Ce sera dans une matinale et du coup, on aura avec nous une personne qui a son propre cabinet de recrutement, qui va nous aider à mieux appréhender toute l'embauche, depuis le début, la recherche d'un salarié, etc., jusqu'à la suite, la rédaction du contrat de travail et la sécurisation de tout ce qui peut être clause applicable aux salariés. Donc, si ça vous intéresse, on vous accueillera avec plaisir en avril. Merci. Merci.